Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Wilfried Galland, directeur du conseil en investissement de la banque Neuflize OBC. Bonjour. Bonjour. Alors la Fed se réunit à partir de demain, rend sa décision de politique monétaire à partir donc de jeudi. Le consensus attend globalement un relèvement des taux. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, hein, donc là a priori tout le monde est quasi unanime sur ce scénario-là. Pourtant, les derniers chiffres là aux États-Unis, notamment l'activité manufacturière, ont été plutôt décevants. On a une contraction de l'activité manufacturière. Est-ce qu'on pourrait du coup avoir une surprise jeudi lors de la réunion de la Fed? Les surprises sont toujours possibles, c'est le propre des surprises. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment calé sur une hausse, en tout cas une hausse modérée évidemment, hein, sur les taux américains. La question que tout le monde se pose derrière, c'est effectivement, est-ce que la Fed ne fait pas une erreur historique en remontant ses taux alors que l'économie américaine donne des signes, en tout cas non pas de ralentissement, mais en tout cas elle n'accélère plus, et voir des signes de fragilité sur son secteur industriel. À partir de ce moment-là, effectivement, on attend la Fed pour donner à la fois un cap, donner une méthode, et surtout rassurer sur le fait qu'elle sera extrêmement prudente dans son approche de remontée des taux. C'est inéluctable, une remontée des taux, ça veut dire qu'on va avoir une normalisation, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par rapport à cela, il faut quand même être prudent sur la réaction des marchés. On voit aujourd'hui une des sources de volatilité qu'on a sur les marchés, c'est précisément l'attente de cette décision-là. On pourrait avoir un moment de doute au moment de l'interprétation de cette décision. Ouais. Si on a donc la contraction de l'activité manufacturière qui se poursuit, notamment dans les prochains mois, si on a également cette baisse donc, de la Fed, des taux de la Fed, est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif sur l'économie américaine qui pourtant quand même est globalement se rétablit et quand même donne des signes plutôt encourageants, mais est-ce que ça pourrait justement je trouve pas mes mots, impacter cette économie américaine? Alors, on a déjà depuis maintenant plusieurs mois, voire depuis le mois de mars 2013, un renchérissement des conditions de financement aux États-Unis. Hein. On voit très bien que les taux 2 ans aux États-Unis sont en train de remonter. Donc, en fait, l'économie américaine a déjà, d'une certaine façon, absorbé cette hausse. Et on a, du point de vue du secteur manufacturier, en particulier du secteur pétrolier, on voit déjà qu'il y a déjà des tensions en termes de financement. Ce qui sera le plus important à voir, c'est en fonction des commentaires de Janet Yellen, est-ce que la tension va se poursuivre sur ce marché-là? Est-ce qu'on va continuer à remonter les conditions de financement, et donc ce qui pourrait effectivement continuer à ralentir le secteur manufacturier? Ou est-ce que tout ceci est finalement largement anticipé et qu'on va pouvoir de nouveau aller de l'avant? C'est un des points que les marchés attendent aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que le ton employé par la Fed, finalement, va être ce qui va être le plus suivi, hein, comme à chaque fois on le décortique. Le ton, la méthode et le diagnostic de la Fed sur à la fois l'économie mondiale et sur l'économie américaine. La Fed, comme les banques centrales, est réputée comme étant un bon diagnostiqueur et un bon prévisionniste en termes économiques. Donc lorsqu'elle inquiète les marchés, ce qui a été le cas de la réunion de septembre, c'est vrai qu'il y a un stress important qui se développe. Si à l'inverse, elle a un discours qui est très rassurant, ce qui a été le cas ces derniers temps, on pourrait avoir peut-être ce fameux rallye de fin d'année que tout le monde attend. Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas donc cette contraction de l'activité manufacturière. On a pourtant une consommation américaine qui reste solide. Hein. Les Américains consomment. C'est un des principaux moteurs d'ailleurs de la croissance. En revanche, on a à côté cette baisse, cette chute forte du pétrole qui donc impacte l'inflation. Tout ça réuni, globalement, vous êtes plutôt positif, vous, sur l'économie américaine? Alors, l'économie américaine, pour nous, c'est une économie qui est plutôt en fin de cycle. Le cycle a l'air résistant. On est inquiet, en tout cas on est vigilant sur le ralentissement du secteur manufacturier. C'est vrai que la partie service, la partie consommation tient bien. Vous mentionniez le pétrole, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement face à la baisse extrêmement forte des prix du pétrole, les ménages américains ont eu plutôt tendance à épargner les gains de pouvoir d'achat plutôt qu'à les réinjecter dans l'économie. Donc ça pourrait être un facteur accélérateur significatif si les ménages américains, et on pense que c'est en train de se déclencher, intègrent dans leur comportement que cette baisse n'est pas conjoncturelle, mais c'est vraiment une baisse structurelle. À partir de ce moment-là, on pourra avoir un élan. Il y a eu des exemples dans l'histoire
où l'élan des services, l'élan vraiment de la consommation a permis de contrer un ralentissement manufacturier. On pense qu'on peut être dans cette situation-là. En tout cas, on pense que l'économie américaine va se stabiliser. Ce ne sera plus la locomotive qu'on a connue ces dernières années, mais globalement, ce ne sera pas quelque chose qui va entraîner par le fond l'économie mondiale. Alors, qui serait cette locomotive, justement? C'est bien ça qui nous manque aujourd'hui. Même la Chine ralentit. Voilà, donc, on a besoin de locomotives. Finalement, le pôle de stabilité, le pôle de calme, de paix, semble être l'Europe. Mais l'Europe, elle n'est pas spécialement locomotive en ce moment. Mais effectivement, c'est plutôt une force un peu installée, mais qui n'accélère que très très modérément. C'est peut-être la seule zone qui accélère en termes de croissance, mais ça reste extrêmement faible comme accélération. Donc le cycle européen est encore à un stade jeune, ce qui serait pour nous favorable sur la partie marché, puisqu'on sait que c'est dans la partie jeune du cycle que les performances se font intéressantes. En revanche, n'exagérons pas effectivement le rôle moteur de l'Europe. On va avoir probablement dans l'année 2016 un manque de catalyseurs, mais en revanche, on pourrait avoir des bonnes surprises sur la partie émergente et sur, et sur la partie chinoise, parce qu'on a tellement souffert qu'on pourrait avoir un effet de base positif. Les pays émergents, ça a été un petit peu finalement le rendez-vous manqué en 2015. On a vraiment le sentiment qu'on attendait finalement qu'il se passe des choses, que la Chine, bon, en effet ralentisse, mais on a eu beaucoup de déceptions sur cette zone et surtout, elle continue d'être impactée d'ailleurs, avec ce pétrole qui est très bas, avec le dollar aussi qui impacte cette zone. Quel peut être le potentiel sur la zone émergente? Ce qui est intéressant dans les marchés émergents, c'est que les marchés émergents montrent la volatilité des hommes de marché et la versatilité. Il y a quelques années, on ne jurait que par les émergents, que par la croissance des émergents, et toute entreprise qui n'était pas exposée fondamentalement sur les émergents était nécessairement vouée aux gémonies. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce cas-là, on est vraiment dans le cas inverse. Et effectivement, on a vu tout au long de 2015 des problèmes très structurels qui se sont fait jour. La clé aujourd'hui, c'est vraiment de voir qu'il y a plusieurs zones dans les émergents. Il y a la partie asiatique, il y a la partie d'Amérique latine, la partie Europe et la partie que je mets de côté, qui est la partie africaine, avec un cas très particulier qui est l'Afrique du Sud. Le plus important, évidemment, c'est la partie chinoise. Je rappelle que la Chine, c'est quand même 15% de l'économie mondiale, donc c'est quand même très important. Par rapport à ça, l'économie chinoise est dans une phase de transition difficile. C'est une transition qui est fondamentale, qui se veut très rapide. Donc c'est chaotique. Ça a l'air de se passer plutôt pas trop mal. Les tout derniers indicateurs, nous, on les trouve plutôt encourageants. Donc on devrait pouvoir se stabiliser. Le scénario d'atterrissage pas trop violent semble se matérialiser. Du côté de l'Amérique latine, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que justement, il y a cet impact du Brésil qui est dans une vraie récession, en plus avec des problèmes politiques extrêmement significatifs. Donc c'est une zone qui a du mal à se relancer. Et la zone effectivement d'Europe de l'Est, avec les tensions avec la Russie, c'est une zone effectivement qui a également des tensions. On le voit par exemple en Pologne, où on a eu un parti très eurosceptique qui a été élu, le parti des frères Kaczynski, ce qui est vraiment le signal d'un manque d'optimisme. Il pourrait y avoir encore finalement des remous sur ces zones-là? Il y aura forcément des remous. Globalement, l'année 2016 comme l'année 2015 sera aussi sous le signe de la volatilité. Quand vous regardez 2015, c'est extrêmement impressionnant. Mais là, la donne, ça va être que les États-Unis, finalement, on va avoir une hausse des taux, donc un cycle différent. Voilà, on va peut-être avoir les mêmes conséquences, mais par contre avec des causes différentes. On va avoir effectivement, c'est ce que moi j'appelle parfois la peur du vide. La peur du vide qui se matérialise aujourd'hui, c'est le vide de la politique monétaire, c'est-à-dire comment est-ce que les marchés vont réagir et les opérateurs économiques à une divergence monétaire entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Europe. Les États-Unis qui continuent, qui vont être dans un cycle de restriction monétaire par rapport à l'Europe qui continue à injecter de la liquidité. Le vide sur la partie effectivement de la croissance américaine, la croissance des émergents, le manque de locomotives, comme on le disait. Et puis sur le pétrole, on voit qu'aujourd'hui on a un enfoncement régulier des seuils et qui tire les marchés vers le bas. Il sera très important que ça se stabilise. S'il n'y a pas de stabilisation, on pourrait avoir de nouvelles sources de volatilité à la fois sur la partie économique et sur la partie géopolitique. Le pétrole, c'est un point quand même très important dans l'économie mondiale. Donc vous êtes plutôt positif, optimiste pour 2016? On est optimiste pour 2016, on va dire on est prudemment optimiste pour 2016.
Parce que les raisons, en particulier en Europe, sont toujours, les planètes sont toujours alignées. Elles bougent dans tous les sens, mais elles sont toujours alignées. On a toujours des taux bas, on a toujours un euro qui est favorable, on a toujours des matières premières qui nous aident. Et paradoxalement, en fait, pour nous, les deux classes d'actifs importantes pour 2016, c'est les actions d'un côté, plutôt européennes, et le cash. Parce que le cash, ça permet d'atténuer la volatilité qui sera forte et de saisir des opportunités. Donc voilà, jouer sur ces deux niveaux-là, tout en restant optimiste. Merci beaucoup Wilfried Galland, donc directeur du conseil en investissement de la banque Neuflize OBC. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Marché.